Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. Mali, situation humanitaire. Le comité international de la Croix-Rouge au chevet des réfugiés et déplacés maliens. La Croix-Rouge annonce une nouvelle aide budgétaire de 30 millions d'euros. Affaire Floribert Chebeya en République démocratique du Congo. Le procès en appel des assassins du militant des droits de l'homme de nouveau reporté au 30 avril prochain. Et c'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal avec cette visite au nord du pays du Premier ministre malien Django Sissoko, une première d'un chef du gouvernement dans cette région depuis le début de la crise il y a plus d'un an. Je vous l'annonçais en titre, le comité international de la Croix-Rouge au chevet des réfugiés et déplacés maliens, le CICR, annonce une aide supplémentaire de 30 millions d'euros. Les précisions avec Kolsian Garsou. On en parle peu, mais en marge de la guerre au Mali, les drames des réfugiés continuent. Ils sont désormais près de 420 000 déplacés et réfugiés, et leurs besoins sont énormes selon le comité international de la Croix-Rouge, qui annonce une nouvelle aide budgétaire. La Croix-Rouge va débloquer en effet 30 millions d'euros supplémentaires pour les réfugiés maliens. L'annonce a été faite par le directeur adjoint de l'ONG en visite à Bamako. Cette aide du CICR, un an après le début de la crise, est un pas en avant qui pourrait rassurer les partenaires au développement encore hésitants à reprendre leur coopération avec le Mali. D'ailleurs, selon nos informations, une table ronde des bailleurs de fonds est prévue la semaine prochaine à Bamako. Elle pourrait effectivement, selon de nombreux analystes, déboucher sur une relance de la coopération entre le Mali et ses partenaires, vu que la date des élections générales est maintenue pour le mois de juillet 2013. Au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies condamne dans des termes les plus fermes et demande à Djouba une enquête rapide. 12 employés des Nations Unies, dont 5 casques bleus, ont été tués mardi dans l'état de Jonglei, au Soudan du Sud. Ce n'est pas la première fois que l'ONU est visée dans cet état instable. 5 casques bleus indiens et au moins 7 civils travaillant pour l'ONU ont été tués mardi dans l'attaque d'un convoi onusien. Ils auraient été victimes d'une embuscade dans l'état de Jonglei, au Soudan du Sud. Un état instable où les rivalités ethniques dégénèrent régulièrement en raids meurtriers. Selon l'armée soudanaise, cette attaque, qui a aussi fait de nombreux blessés, aurait été perpétrée par une rébellion locale menée par David Yoyo. Mais il n'y a aucune certitude. L'ONU a très fermement condamné cette attaque. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont demandé une enquête rapide, tout en réitérant leur soutien à la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Le Conseil appelle le gouvernement du Soudan du Sud à traduire les auteurs de ces crimes devant la justice. Il rappelle que le meurtre de soldats de la paix est un crime de guerre qui tombe sous la juridiction de la Cour pénale internationale. Il y a quelques jours, le gouvernement sud-soudanais a déclaré l'état de Jonglei zone sinistrée. En février dernier, une attaque aurait causé la mort de 85 personnes, des gardiens de troupeaux, essentiellement des femmes et des enfants. Depuis, 3000 hommes ont été dépêchés dans cette région pour faire face aux violences tribales, avec le soutien de 5000 casques bleus chargés de protéger les civils. Au Maroc, l'audience accordée par le roi Mohamed VI à Christopher Ross hier au palais royal de Fès illustre à elle la reconnaissance par le royaume des efforts déployés à nouveau par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental. C'est aussi une clarification de la démarche qui doit être adoptée dans le processus de négociation. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU est de retour au Maroc après une tournée dans la région. Christopher Ross a été reçu par Sa Majesté Mohamed VI. Le souverain a réitéré la pleine coopération du Maroc aux efforts des Nations Unies. Sa Majesté le Roi a aussi réaffirmé la ferme volonté du Royaume d'aller de l'avant dans la recherche d'une solution juste et réaliste sur la base du projet d'autonomie, une solution ouverte et crédible, capable de mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré.
L'entrevue a aussi porté sur les risques sécuritaires qui pèsent sur l'ensemble de la région sahélo-saharienne, amplifiés aujourd'hui par la non-résolution de ce conflit. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères intervient dans le cadre de la reprise des efforts de l'émissaire onusien après les garanties apportées et les précisions confirmées au souverain par Ban Ki-moon lors de l'entretien téléphonique d'août 2012, un échange qui avait notamment porté sur les paramètres de la négociation qui confirme la prééminence de l'initiative marocaine d'une large autonomie au Sahara présentée en 2007. L'audience a également permis de souligner l'importance de l'action menée par le Conseil économique, social et environnemental sur le modèle de développement économique du Sahara pour une mise en œuvre efficiente du processus de régionalisation avancée déjà sur les rails. Enfin, le souverain a réitéré l'attachement permanent du Maroc pour le raffermissement des relations de fraternité et de bon voisinage avec l'Algérie, ainsi que l'engagement du Royaume pour la construction d'un Maghreb nouveau. Et c'est également le vœu formulé par le secrétaire général des Nations Unies dans son dernier rapport sur le Sahara rendu public il y a 2 jours. Ban Ki-moon, qui a appelé à un règlement urgent de cette question, a même réclamé l'ouverture des frontières entre les 2 pays dans l'intérêt de toute la région. En Côte d'Ivoire, 1 an après qu'un arrêté ait été pris portant entre autres création d'un groupe de travail sur les réformes du secteur de la sécurité, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a lancé hier le démarrage des travaux de cette réforme. Il s'agit bien sûr de proposer le budget et de veiller à sa mise en œuvre. Les crises successives en Côte d'Ivoire ont engendré depuis 1999 un dysfonctionnement qui impose une réforme à la police nationale, parce qu'elle ne peut continuer de recruter chaque année sans connaître ses besoins. Il faut donc planifier. Pour permettre à la police d'avoir une boussole, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a lancé mercredi à Abidjan le démarrage des travaux de la réforme du secteur de la sécurité, RSS. 9 groupes thématiques ont été institués. Entre autres, le cadre législatif et réglementaire, les ressources humaines, l'éthique et contrôle et la coopération internationale. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Antoine Kodianou, est satisfait. Les travaux constituant un espoir pour un meilleur système de sécurité. Hommage a été rendu au défunt directeur général de l'école de police. Le contrôleur général Yaoubou Alain, directeur de la formation et de l'école nationale de police, a été lâchement agressé le 11 mars dernier et est décédé le mercredi 3 avril 2013 en France des suites de ses blessures. Avant tout propos, je voudrais m'incliner avec respect devant sa mémoire et vous inviter à vous mobiliser pour lui rendre un grand hommage. Je voudrais également demander à l'ensemble de la police nationale de faire en sorte que ce crime ne soit pas impuni. La tutelle conclut qu'en dépit de l'équipement de la police, il faut la réformer afin de la rendre productive. Les Congolais connaîtront-ils un jour la vérité sur l'assassinat de Floribert Chebeya? Le procès en appel des assassins présumés du militant des droits de l'homme est une nouvelle fois reporté. La prochaine audience a été fixée au 30 avril prochain. Cela faisait des mois que ce procès était en attente. Reprise ce mardi devant la haute cour militaire, procès en appel des assassins présumés de Floribert Chebeya. Ce militant des droits de l'homme avait été sauvagement tué en juin 2010. La dernière audience avait eu lieu en décembre dernier. La prochaine a été fixée au 30 avril. Cela va donc très lentement. Car les débats sont monopolisés par des questions de procédure qui peuvent paraître superflues. Mais pour les parties civiles, l'idée est d'éviter que le procès soit cassé à la Cour suprême. Nous ne voulons pas de report, mais nous voulons que la procédure soit respectée. Ce n'est pas à nous, c'est à la Cour à faire respecter la procédure, c'est-à-dire le greffier et la Cour doivent pouvoir notifier les exploits dans les formes requises par la loi. La défense des policiers accusés dénonce, elle, une mascarade, estimant même que ce procès sert de fonds de commerce aux parties civiles. Il y a une mauvaise foi, il faut toujours trouver des occasions pour tirer le procès à longueur. Nous ne savons pas c'est jusqu'à quand. Il vient toujours avec des exceptions. Alors que la loi est claire que lorsqu'on notifie dans les 3 mois,
la Cour doit statuer. Mais pourquoi on a notifié dans les 3 mois et la Cour n'a pas statué? Et c'est une décision de la Cour qui a été appliquée. Floribert Chebeya avait créé une ONG, La Voix des Sans-Voix. Le 1er juin 2010, il est convoqué par la police pour rencontrer le général John Numbi. Il sera retrouvé mort le lendemain. Son chauffeur, Fidel Bazana, lui, disparaît, certainement mort aussi. Suspendu de ses fonctions depuis, le général Numbi est considéré comme le suspect numéro 1. Pourtant, la Cour a toujours refusé de l'entendre dans cette affaire. L'enquête avait rapidement abouti à la mise en cause des policiers qui comparaissent. D'ailleurs, ils avaient été condamnés en première instance en juin 2011, certains à la peine de mort, d'autres à la prison à vie. Les avocats des parties civiles tentent désormais d'éviter que les accusés puissent se pourvoir en cassation. L'économie sénégalaise résiste bien à la crise mondiale. La croissance est même répartie en 2012. C'est une annonce du chef de la division Afrique occidentale du FMI, présent à Dakar pour la 5e revue des programmes appuyés par son institution. Il a été reçu par Macky Sall. Je vous propose de l'écouter ici. Eh bien, nous sommes une mission du FMI et nous sommes à Dakar pour la 5e revue du programme des autorités appuyées par le Fonds monétaire international. Nous avons eu avec le président une discussion sur les perspectives économiques pour le Sénégal et l'environnement international. Alors comme vous le savez, l'environnement international est assez difficile, mais l'économie sénégalaise a fait preuve d'une forte résilience avec une croissance qui est repartie en 2012 et dont on s'attend à ce qu'elle soit relativement robuste en 2013 à environ 4%. Donc de bonnes perspectives macroéconomiques et une discussion avec Monsieur le Président de la République sur la mise en œuvre du programme qui à ce jour est satisfaisante et les défis qui s'annoncent pour l'année 2013. Quelles sont ces perspectives économiques ? Alors les perspectives de croissance, j'en ai parlé. Sur les grandes réformes, elles sont nombreuses. Il y a évidemment, pour ce qui nous concerne, des choses que nous suivons de plus près, la réforme de l'État, en vue d'une plus grande efficacité et d'une amélioration continue de la gouvernance publique. Des sujets aussi qui sont liés au développement du secteur privé, mais en particulier la réforme du secteur énergétique, qui est une grande priorité et d'importance capitale pour les perspectives de moyen terme du Sénégal. Ce sont des accusations lourdes portées contre Mohamed Morsi. Le patriarche copte d'Égypte accuse le président égyptien de négligence à propos des violences religieuses qui ont tué 2 chrétiens dimanche au Caire. Devant la cathédrale Saint-Marc mardi soir, des manifestants ont appelé à la paix des religions. Je ne suis ni chrétien ni musulman, je suis égyptien. Un slogan, une bannière brandie mardi soir dans la capitale égyptienne. Une centaine de manifestants réunis, copie du Coran aux côtés de la croix chrétienne pour signifier le ras-le-bol face aux affrontements entre communautés religieuses. Le peuple égyptien est là aujourd'hui pour dire que nous sommes un peuple uni, qui avance ensemble pour une cause. Nous voulons coexister, être égaux et que la loi soit égale pour tous. Message adressé principalement au président égyptien. Je veux dire à Mohamed Morsi qu'il est impossible d'imposer une seule culture, une seule idéologie. Nous sommes un peuple multiculturel. Mohamed Morsi accusé aussi mardi de négligence par le patriarche copte d'Égypte après de nouvelles violences meurtrières entre communautés religieuses. Des affrontements survenus dimanche lors des funérailles de 4 coptes. 4 personnes tuées avec un musulman vendredi dans un village au nord du Caire. Une foule compacte et en colère s'était rassemblée ici dimanche dans la cathédrale Saint-Marc du Caire. Tension extrême, quelques slogans hostiles au pouvoir islamiste fusent. À la sortie, des fidèles coptes sont attaqués. La police intervient, tire de gaz lacrymogène, 2 morts. Le président égyptien a condamné ces violences. Pas suffisant, répliquent les représentants de la communauté chrétienne en Égypte. Selon eux, les violences entre communautés religieuses ont atteint un niveau de chaos et le nouveau pouvoir islamiste ne fait rien pour les endiguer.
Et enfin, mouvement de grève hier au centre hospitalier universitaire de Yaoundé au Cameroun. Le personnel du CHU a arrêté de travailler. Ce personnel réclame à sa hiérarchie 14 ans d'avancement pour les plus anciens et 16 mois d'arriérés de salaire en plus du manque cruel de matériel de service. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. Au revoir.